Patrick Girard de l'association Santé Poissons Sauvages. C'est juste pour rebondir sur la conclusion, la toute dernière phrase que vous venez de citer, concernant la transmission de maladies, etc. Vous venez de dire, donc, a priori, les prédateurs, et le cormoran en particulier, avaient un rôle positif vis-à-vis de la non-transmission de maladies. Nous, au niveau de l'association, au contraire, on a tendance à penser le contraire. On a fait une étude de synthèse là-dessus et on a identifié un certain nombre d'organismes pathogènes, des virus, des bactéries, des parasites, qui sont transmis de façon directe ou indirecte par tout un ensemble d'oiseaux. Pas que piscivores d'ailleurs, mais pour la plupart des oiseaux piscivores, dont le grand cormoran bien sûr, mais également des oiseaux aquatiques comme les anatidés. Et donc ces oiseaux-là ont un rôle quand même minime, certes, mais quand même important dans la transmission d'un certain nombre de maladies chez les poissons. Je tenais à le préciser. Voilà. Est-ce que vous voulez répondre à ça? Est-ce que la part de prédation d'individus malades pour contrôler les zoonoses ou les épidémies, c'est plus important que les transmissions interespèces véhiculées par les oiseaux? Non? Vous ne voulez pas répondre à ça? Mais en fait, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est un tout, c'est-à-dire qu'on parle effectivement de maladies transmises d'espèces à d'autres. Ça arrive souvent, notamment quand on introduit des espèces, parce qu'ils arrivent aussi avec leur cortège de maladies et de parasites. C'est pas le cas du cormoran, et le cormoran n'a pas été introduit. C'est un prédateur naturel qui est effectivement revenu sur les continents et qui pose problème. Maintenant, effectivement, je veux bien croire qu'il y ait des transmissions de maladies par les oiseaux, effectivement. Ouais. Après, moi, ce que je disais, ce que je voulais passer comme message, c'est que les prédateurs, en général, je parle des cormorans, mais c'est le cas de la loutre, c'est le cas probablement aussi d'autres prédateurs des salmonidés, vont s'attaquer à des individus plus faibles, malades, et donc les éliminer pour, quelque part, faire le rôle de la sélection naturelle. Et donc, c'est quelque chose qui, dans tout processus écologique de régulation des populations, est nécessaire. Et vous aviez une question de ce côté, oui, monsieur. Oui, merci beaucoup. J'avais une question... Vous pouvez vous présenter juste? De nouveau, Quentin Quiros, voilà. UMR Décode. Je ne vous vois pas du tout. J'avais une question concernant le travail sur les cormorans. Est-ce que vous avez pour objectif final d'essayer d'estimer une pression de prédation de ces espèces-là? Parce que finalement, on voit que les pourcentages que représente le saumon dans les contenus stomacaux sont assez variables. Ça peut aller de 50% à 5%. Mais est-ce que ces 50% représentent peut-être 40% ou 60% des saumons présents dans la rivière, ou seulement 1%, et auquel cas, finalement, on s'en fiche qu'il y ait cette prédation-là par les cormorans? Alors, c'est quelque chose auquel on a pensé. Je ne sais pas si on aura les éléments pour le faire, mais on y a pensé. Ouais. Donc, on va essayer. On va essayer effectivement d'estimer sur la base du nombre de poissons prélevés, sur la base du nombre d'oiseaux observés, et puis évidemment de la période sur laquelle ils sont présents, de voir quel est l'impact effectivement sur la population estimée, si on a ces infos-là. Ouais. Donc nous, on va essayer de le faire de notre côté pour simplement donner une fourchette de prédation, et qui serait à comparer avec effectivement des effectifs estimés. Une autre question? Oui. Jean-François Jandet, je suis président de la BPMA du Léguerre et à la première initiative en tout cas de cette étude. J'ai une question et une remarque. Une information. L'information, ça va dans le sens de la dernière question qui a été posée, c'est-à-dire que l'inquiétude, j'allais dire première et peut-être aussi un peu primaire, des pêcheurs, ça a été de dire un cormoran, ça bouffe 800 grammes de poisson par jour. Donc on revient à la question de la proportionnalité par rapport de la biomasse incurgitée, etc. Donc il y a tant de cormorans, donc on a tant de kilos de poissons de salmonidés qui disparaissent chaque jour.
À ce jeu-là, quand on fait le calcul, la biomasse du Léguerre n'y résiste pas à 1 an ou à 2 ans de présence des cormorans. Or, comme elle y résiste, on se doute bien que ce calcul-là n'est pas le bon. Cela étant, par rapport au sens commun, ce n'est pas forcément facile à faire entendre, et c'était même, j'allais dire, le sens premier de cette étude qui était posée, c'est-à-dire essayer de proposer aux pêcheurs d'aller un peu plus loin que sur ce raisonnement primaire. Ça, c'est une remarque et une information qui va dans le sens de la question qui était posée. Il sera très important de répondre à cette question, puisque cette question est forcément légitimement posée par les pêcheurs, même si c'est une question, je dirais, de profane. Précisément, elle demande réponse. Et la question, qui est un peu proche quand même, c'est que vous avez fait un rapprochement très volontariste, je dirais, entre et observé comme tel, en tout cas, entre le positionnement des dortoirs et les contenus stomacaux. Ce qui me surprend un petit peu, parce qu'on sait aussi que le cormoran a une autonomie quotidienne de vol, donc d'intervention, donc de prédation, qui est, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais je parle sous le contrôle du GEOCA, c'est d'ailleurs eux qui m'avaient donné l'information, d'environ une bonne quarantaine de kilomètres, on va dire, autour du dortoir, au quotidien. Ce qui veut dire, à l'échelle des 2 petites rivières qui nous ont servi d'exemple, qu'au fond, le même cormoran que vous observez sur le dortoir estérien peut très bien s'être nourri dans la même journée en pleine mer, en estuaire, bien entendu, mais aussi sur la rivière, assez haut, sur la rivière même, voire sur des étangs adjacents au cours d'eau, ou plus ou moins dans l'aire de répartition à 40 km à la ronde. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, puisque manifestement, quand vous faites les analyses de plot, vous avez une corrélation très forte entre la spatialisation du dortoir et la nature des proies. Est-ce que ça veut dire que le cormoran, malgré sa capacité à intervenir, j'allais dire, dans une journée à 40 km à la ronde, se nourrirait essentiellement en proximité de son dortoir? C'est ça. Et ben voilà. Alors effectivement, cette capacité, je pense qu'elle est réelle. Maintenant, un prédateur n'a aucun intérêt à faire 40 km pour aller chercher de la nourriture s'il l'a au pied de son dortoir. Donc, si vous voulez, il y a un équilibre entre l'énergie dépensée à la prédation et l'apport des proies. Donc, s'il y a suffisamment de proies à proximité, il va se nourrir au plus près. C'est un équilibre énergétique qu'il trouve. Donc on ne s'attendait pas à ça, hein. On s'attendait effectivement à trouver beaucoup plus de diversité, effectivement des oiseaux qui soient capables d'aller se nourrir sur des étangs, un peu partout. Alors c'est le cas, hein, puisqu'on trouve une grande diversité de proies de rivières et probablement d'eau aussi stagnante avec des cyprinidés et des poissons marins. Et ce qui nous a étonnés, c'est qu'effectivement, les régimes alimentaires des oiseaux au niveau des dortoirs estuariens sont essentiellement marins. Et l'inverse au niveau continental. Oui. Et juste pour compléter, il y a d'autres éléments dans l'étude, notamment l'arrivée au dortoir. On compte systématiquement d'où arrivent les oiseaux, c'est facile sur une rivière, donc Calax, et 85% du dortoir estuarien arrivent de la mer. Donc voilà, toutes ces hypothèses-là montrent bien qu'une grosse proportion d'oiseaux, et on voit que quantitativement, le dortoir estuarien, en plus, il y a 66 individus, là où il y en a entre 5 et 10 sur la rivière. Donc la plupart des oiseaux vont s'alimenter en mer, en tout cas. Alors, votre réponse m'intéresse. Elle ne me facilite pas forcément ma tâche de pacificateur que je m'étais assigné entre les ornithos et les pêcheurs, parce que j'avais commencé à développer un premier argument auprès des pêcheurs en disant « Attendez, on va nuancer tout ça, parce qu'effectivement, les 800 grammes, qu'importe, la masse quotidienne,
probablement qu'elle se répartit entre des ressources très très diversifiées sur le territoire et qu'il n'y a aucune raison que, comme ça, les cormorans systématiquement visent les populations salmonicoles. Bon, manifestement, en tout cas, les deux sont très liés entre le dortoir et le type de proie, quoi. Ça, voilà. Bon, ça ne va pas faciliter ma tâche. Donc c'est le gîte et le couvert. Oui, mais c'est d'ailleurs un classique de toutes les espèces prédatrices, le ratio entre l'effort de chasse et évidemment, bien entendu. Mais bon, voilà, ça va être un petit peu compliqué à défendre. Une autre intervention ? Alors Maxime, vous êtes complètement caché. Alors si vous intervenez de derrière dans la coulisse, venez me voir. Merci. Donc, bonjour Maxime Potier, Seine-Normandie Migrateur. J'ai suivi notamment l'étude sur l'ARC. Mais pour répondre à la remarque concernant le fait que ça ne va pas forcément faciliter ce que vous étiez fixé comme mission auprès des pêcheurs, c'est à relativiser parce qu'effectivement on a vu sur le Léguerre que le nombre de cormorans qui étaient présents sur les dortoirs dans le milieu continental et donc spécialisés en théorie sur les proies de rivière, il est quand même faible, bien plus faible que ce qu'on trouve en milieu estuarien. Donc on parle à chaque fois de 6-8 oiseaux au maximum sur les dortoirs continentaux. Donc voilà, même avec 800 grammes, 6-8 oiseaux, bon, on verra ce que ça donne à la fin comme conclusion avec le muséum, mais ça me paraît pas énorme comme ça, quoi. Donc voilà pour la pression des cormorans. Moi j'ai une question pour Alexandre Carpentier. Vous avez évoqué les otolithes, oui, qui sont, si je ne me trompe pas, des petits os dans l'oreille interne des poissons. Des concrétions. Des concrétions, pardon. Oui, vous faites bien de me corriger, je ne suis pas du tout biologiste. Et ces otolithes, c'est un peu une mine de renseignements, non, sur l'âge des poissons, des proies. Et donc, est-ce que vous utilisez ces otolithes récupérés dans les pelotes des cormorans pour renseigner sur les populations de saumon, où on n'a pas besoin, puisqu'elles sont de toute façon connues, parce que dans les rivières? Est-ce qu'ils servent à quelque chose d'autre que de vérifier la présence de salmonidés dans les pelotes? Alors, pour cette étude, non, mais ils sont à disposition. Ils sont à disposition, donc il y a un stock d'autolithes pour ceux qui voudraient les faire parler. Ouais, moi, je les ai juste mesurés pour faire le lien avec la taille des poissons. D'accord. Je peux compléter éventuellement, oui, bien sûr, Marie. Et faire le lien avec les écailles. En fait, les otolithes, ça fait des super écailles. On arrive à obtenir beaucoup plus d'informations que ce qu'on obtient sur les écailles. C'est une information plus précise, plus fiable aussi dans le temps et dans le taux de dépôt. Par contre, c'est une pièce plus difficile à obtenir. Il faut que le poisson soit mort. Nous, dans nos suivis, on essaye de garder les poissons vivants. Mais c'est aussi une pièce qui est souvent plus difficile à analyser. Il faut faire une inclusion, il faut les polir pour vraiment avoir une information plus fine sur la croissance. Il n'y a pas énormément de compétences disponibles pour faire ça. Mais c'est vraiment, en effet, quelque chose de très, très précieux. On essaye aussi, nous, en routine, quand des poissons sont morts, d'obtenir ces otolithes pour les stocker et pour peut-être, dans 10 ans, refaire une étude similaire et plus précise et extraire encore une information nouvelle de ces éléments-là. D'accord, donc vous pouvez peut-être échanger des otolithes entre l'INRAE et le Muséum d'histoire naturelle. Oui. Ken Whelan. Thank you. Ken Whelan, Atlantic Salmon Trust. Ken Whelan, Atlantic Salmon Trust. Nous avons une approche un peu différente à l'égard des prédateurs. Je suis sympa. Ceux qui doivent régler ces questions, je suis un pêcheur en eau douce fanatique depuis 40 ans. J'ai rencontré tous les différents arguments des pêcheurs. Ce que nous avons vu, notamment dans le contexte des obstacles, des grands obstacles sur les rivières, et nous savons que
populations de poissons sont très importantes. Nous avons regardé les prédateurs poissons, les prédateurs oiseaux. Nous avons balisé certains des brochets et des cormorans qui passent par les différents systèmes d'eau, lacs, etc. Avec Dublin, l'université, nous regardons l'ADN. Nous avons échantillonné les excréments des oiseaux pour déterminer leur alimentation, et notamment en Angleterre et en Irlande, dans le cas des cormorans, nous avons observé que les oiseaux se spécialisent auprès des smolts, peuvent être disproportionnés par rapport à certains oiseaux se spécialisent dans ce poisson, alors que d'autres dans le même dortoir ne le font pas. Si les chercheurs observent les excréments des oiseaux, ils peuvent identifier les excréments d'un individu, d'un oiseau, sur la base des cellules spécifiques à cet oiseau et son patrimoine génétique. Ils peuvent identifier l'individu. Donc, nous le faisons. C'est les différents oiseaux canards de mer et d'autres espèces d'oiseaux, pas seulement les cormorans. Nous cherchons à identifier les comportements liés au contenu des estomacs. Nous sommes très intéressés par cette approche à l'aide des isotopes, et nous devons parler beaucoup plus ensemble quant à tous ces travaux qui sont en cours. Merci. Ce soir au dîner, je pense, sur les cormorans, les otolithes, les pelotes et les analyses génétiques de tout ça. D'autres questions? Non? Si. Oui, bonjour, Sylvestre Boichard du syndicat du bassin versant de l'Aulne. J'avais une question pour Marie sur la fécondité, sur la baisse de fécondité observée, si c'était uniquement lié à la diminution de la taille ou s'il y avait d'autres raisons. Alors aujourd'hui, on n'a que fait une estimation en considérant que tout était égal par ailleurs. On a juste essayé de prédire quelle baisse de fécondité on pourrait obtenir si la taille des poissons est diminue. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres facteurs qui diminuent. Pour l'instant, on a peu de données de fécondité dans le milieu naturel. C'est une piste de réflexion, mais on ne peut pas apporter à ce jour plus d'informations là-dessus. Très bien. Plus de questions? Ça y est, vous savez tout?